Cécile, bienvenue, bienvenue, formation EDSPA. Tu es la première à introduire nos masterclass professionnelles de développement en fait de compétences à la suite en fait de la formation pour nos étudiantes. Anne-Ingrid qui est ici est l'une de nos étudiantes de la dernière cohorte de juin. Natacha, bah, bien évidemment, Marie-Josée qui arrive. Natacha, mon acolyte sur les formations. Et ça fait un moment qu'on en parle, fait que, tu sais, on voulait établir des relations avec des professionnels comme toi dans le milieu qui ont un lien direct avec la santé capillaire, le bien-être de manière générale aussi. Et quoi de mieux qu'une naturopathe, en plus de ça, spécialisée dans les hormones, pour nous parler de l'impact des hormones sur la santé capillaire et sur le corps de manière générale, parce qu'on va bien constater que oui, c'est un impact sur la santé capillaire, mais sur le restant aussi, sur le global. Puis comment nous, avec ton approche, on va être capable aussi soit d'orienter nos clientes vers des professionnels comme toi pour leur permettre justement d'aller atténuer leurs symptômes ou leur trouver des solutions concrètes, ou tout simplement leur donner des petits trucs et astuces durant les analyses capillaires pour leur permettre justement d'apporter des petits plus à leur quotidien. Alors je te laisse. Merci, quelle belle entrée en matière. Pas de pression du tout, je suis la Non! première. Fait que merci beaucoup Julie, et puis Natacha aussi, à travers tout ça, de me donner cette opportunité-là. Je trouve ça vraiment génial. Bravo Ingrid, Marie-Josée d'être là aussi. Là, c'est génial de, je pense, sortir d'un univers où on regarde les choses de façon un petit peu plus, j'ai envie de dire, cloisonnée parfois, à vraiment cette approche que vous avez toutes, qui est de regarder les choses un peu plus dans leur ensemble, de comprendre vraiment la santé capillaire, ce que c'est, et pas juste nécessairement le côté esthétique du cheveu derrière. Fait que je trouve ça super cool. Et c'est ça, en fait, moi, pourquoi je suis là aujourd'hui, là, c'est quand même aussi la question de base. C'est que moi-même, j'ai vécu pas mal de problèmes à travers les années, là, beaucoup de problèmes hormonaux, beaucoup de chutes de cheveux qui devenaient gris, de toutes sortes de choses qui étaient pas le fun. Et avec en fait des troubles hormonaux assez présents à mon niveau. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en ayant une approche naturopathique, on pouvait faire beaucoup de choses au niveau des cheveux et que notamment on pouvait retrouver une densité capillaire, on pouvait se remettre d'accord avec ses cheveux aussi, là, pas se dire tous les matins comme j'ai comme pas le goût de les regarder. En fait, c'est ça en fait qui m'a motivée moi à faire une reconversion professionnelle. Je pense qu'avec Julie, on a cette passion aussi là de faire les choses différemment et on vient toutes les deux on a une autre vie ensemble qui était Oui. complètement différente. Et c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous partager ça. Pour moi, le fun, c'est quand on est en mode discussion. Fait que si vous avez des questions, allez-y. Puis si, au contraire, on part sur des sujets et puis qu'on construit ensemble la conférence, je pense que c'est encore plus intéressant. Fait que je vous invite à y aller sur ce mode-là. Ça vous va? Excellent. Je vais Anne-Ingrid, partager mon as-tu des écran. solutions? Super. Good. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien sûr. Donc, comme bah, le disait Julie, moi, mon dada, c'est les hormones. Et donc, tout ce qui est cheveux et hormones, c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. Et donc, bah, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est parti. Fait qui je suis, je vous en ai déjà parlé avec mon beau parcours. On parlera tout à l'heure de syndrome d'ovaire polykystique. C'est en fait, une étape par laquelle je suis passée qui a un énorme impact sur la santé capillaire. Beaucoup d'autres choses qui se sont passées qui m'ont vraiment amené là aujourd'hui. Euh, et donc, les cheveux et la santé, bah, ils sont intrinsèquement liés. Ça, je pense que c'est pas nécessairement une découverte pour vous, mais quand même, jusqu'à quel point on va pouvoir en parler. En fait, les cheveux, je sais pas jusqu'à quel point vous connaissez ces tests-là, mais en fait, les cheveux, on les teste et on les analyse dans des analyses capillaires spécifiques qu'on fait en laboratoire. En fait, on prend quelques cheveux, on les analyse et on est capable de voir quels sont les nutriments au niveau des cheveux, quels sont les métaux lourds aussi, les toxines qu'on retrouve au niveau des cheveux. Comme quoi, les cheveux, c'est plus que le côté vraiment esthétique, c'est qu'on est capable de faire un lien direct entre les cheveux et la santé. Et pas juste la santé capillaire, mais la santé en général. Et que c'est quand même quelque chose d'assez majeur
à travers tout ça, ce que ça nous donne comme information, c'est le côté nutrition cellulaire qu'on peut avoir dans le corps. Donc, en fait, on peut faire, pour savoir comment notre corps fonctionne et où est-ce qu'on en est en termes de santé, on peut faire des analyses de sang. Mais les analyses de sang, ça donne juste une idée de ce qui circule à l'instant T au niveau du corps. Donc c'est sûr que c'est super pertinent, puis on veut en faire et on veut vraiment continuer à avoir ces indicateurs-là. Reste que les cheveux, quand on les analyse, en fait, les cheveux, c'est l'accumulation de ce qui s'est passé à travers les années, et donc ça donne vraiment en fait une vue beaucoup plus globale de la nutrition des cellules. Ce qui est rentré dans les cheveux, c'est rentré dans les cellules parce qu'on s'entend que c'est les kératinocytes qui vont créer après toute la kératine des cheveux. Donc en bout de ligne, ça nous donne des indications qui sont extrêmement profondes et qui sont extrêmement intéressantes et complémentaires aux analyses de sang. C'est quand même intéressant de voir aussi à quel point le cheveu, c'est vraiment la santé. C'est très, très lié. Oui, puis rappelez-vous, ce qu'on a vu dans les cours, les filles, c'est que le cheveu a un cycle de vie et un cheveu en pleine croissance a une durée de vie chez une femme en moyenne maintenant en 2025, à peu près entre 4 à 5 ans. On pourrait aller l'optimiser jusqu'à 6 voire 7 ans. Donc imaginez que le cheveu qui est un petit peu plus bas pour celles qui ont les cheveux en plus très très longs sont synonymes de ce que vous avez vécu il y a peut-être 2 3 4 ans. Donc à quel point justement on est capable d'aller remonter tout le temps en fonction aussi de ce que vous faites dans le quotidien, les soins capillaires, etc. Mais de remonter aussi dans le passé et puis de savoir concrètement, réellement, depuis combien de temps vous vivez certaines perturbations, le cas échéant, ou certaines carences aussi, le cas échéant. Exactement. Et si on regarde un peu plus donc le genre de test qu'on est capable de faire, en fait, on va regarder donc comme je disais beaucoup de nutriments. Donc vitamine A, vitamine D, vitamine E, fer, potassium, phosphore, sélénium et plus en fait. Et on va s'assurer qu'ils sont dans les bons ranges de ce qu'on aimerait avoir pour dire effectivement que le cheveu est en santé et que la santé de façon générale est là. Et on va regarder aussi, comme je le disais, les métaux lourds, le plomb. On en retrouve dans les cheveux du plomb. Arc. Je pense qu'on veut réellement pas ça. Là, on sait à quel point c'est mauvais pour tout le système, hein, toutes les fonctions métaboliques. L'aluminium, le cadmium, le mercure, l'arsenic, le beryllium, l'uranium, et j'en passe. Tout ça, on est capable de le voir à travers les cheveux. Donc, c'est dire à quel point c'est important, réellement. Puis là, peut-être que tu pourrais nommer où est-ce qu'on retrouve majoritairement, parce que je le sais que la plupart ne s'imaginent pas ça, mais où est-ce qu'on va retrouver la plupart du temps ces produits-là Ouais. dans notre quotidien, tu sais, l'action qu'on fait quotidiennement dans lequel on va retrouver ces ingrédients-là, là. Le plomb, est-ce que vous avez une idée? Nat, à Ingrid? Non? Tu peux écrire à Ingrid, hein? Surtout à Montréal, j'aurais envie de vous dire. C'est un J'imagine bon indice. avec les usines, on doit trouver beaucoup de plomb avec les usines, j'imagine. Il y Toutes a, les pollutions effectivement. atmosphériques. Ouais, ça, c'est un facteur, c'est sûr. Puis il doit y Sûrement. avoir aussi dans Dans l'eau. l'alimentation, il doit y en avoir dans les poissons. Oui, ouais, Nat, elle a dit dans l'eau. Ouais, Ah, donc effectivement, beaucoup, les vieilles canalisations, une chance, ça n'est plus le cas partout. Mais la raison pour laquelle, historiquement, on est habitué à laisser couler l'eau avant de la boire, c'est parce que les canalisations étaient à peu près toutes en plomb à une époque. Donc on le savait, hein, qu'il y avait des métaux lourds, qu'il y avait du plomb dans les canalisations. Donc c'était l'idée en fait d'évacuer l'eau, la première eau qui, elle, avait été stagnante et qui avait ramassé justement le plomb avant de la boire. C'est moins le cas maintenant, mais il y en a encore, Ouais, surtout à Montréal. ouais. Donc, c'est sûr que c'est des choses à regarder souvent et très intéressant de filtrer son eau parce que justement, ça va éviter pas mal de métaux lourds, y compris le plomb. Le chlore, qui est pas très bon non plus. Et le fluor aussi, hein, Le même. fluor. Ouais. moi, j'avais entendu dire que l'eau du filtreur à eau filtrait certains ingrédients seulement. Mais là, tu me dis que le plomb est filtré dans les Brita, exemple, dans les petites Ça dépend filtrations. Et il y a lesquels. le clair, mais il y en a sûrement d'autres aussi qui sont enlevés par cette filtration-là. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de filtres. Il y a les Brita de base, il y a les un peu plus perfectionnés, puis il y a d'autres filtres qui vont être encore plus perfectionnés. Donc, c'est sûr que, après, c'est aussi une question de budget. Donc, c'est toujours bien de commencer au moins avec un Brita de base, mais autrement, il y en a d'autres. Je pourrais vous donner des références, mais il y a vraiment d'autres filtres qui vont enlever beaucoup plus de métaux lourds, qui vont enlever aussi les traces de médicaments, parce qu'on en retrouve énormément dans l'eau aussi.
et d'autres toxines qu'on n'est pas nécessairement capable d'enlever avec les filtres de base. Donc, je OK. dirais, ouais. Je veux pas t'interrompre. Ma belle-fille, elle est spécialiste dans les eaux. Elle est ingénieure en génie des eaux. Puis quand elle vient à la maison, à chaque fois qu'elle voit, puis il faut bien naturellement le changer fréquemment, il faut aussi le nettoyer. Mais elle me dit toujours, je préfère cette eau-là que les autres eaux. Tu sais, que rien du tout, justement, que tu sors exactement le verre à partir de la champlure, là. Oh oui. Puis en plus de ça, on le sait, l'eau, après on va avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais l'eau a une importance dans tous les cas dans la régénération cellulaire. Notre corps est composé majoritairement d'eau. Nos cellules ont besoin d'eau pour la rétention des nutriments de manière générale. Mais on a toujours ce débat eau en bouteille, eau du robinet, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, de manière générale, on dit une eau déminéralisée pour qu'on puisse profiter à 100% de l'âge de eau dans nos cellules, puis aller chercher les minéraux après ailleurs dans notre alimentation. Ça, c'est un bon ratio aussi là qui est sympa à aller considérer. Merci beaucoup. Donc, non, super intéressant. Donc, l'eau, effectivement. Et puis, juste pour donner un ou deux petits exemples de plus, tout ce qui est amalgame dentaire, Hmm. ça, ceux qui sont gris, là, beaucoup de plomb à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que quand on peut les faire remplacer, c'est bien. Ou même parfois les faire enlever. Il y a des dentistes qui se spécialisent maintenant là-dedans. Après, tout ce qui est aluminium, ça peut être les déodorants. Ça va être aussi les plats de cuisson qu'on utilise beaucoup. On peut avoir le mercure, les gros poissons. Les poissons qui mangent plein de poissons, là, ben, au final, il y a énormément de mercure, une accumulation. Donc, on veut manger du poisson, mais faire attention quand même aux poissons qu'on mange, et plus ils sont petits, mieux c'est. Il y a beaucoup moins de mercure. L'arsenic, on peut en trouver dans le riz. C'est un peu triste, hein, mais dans les faits, il faut vraiment rincer son riz avant de le manger, parce qu'on peut aussi retrouver de l'arsenic dans le riz. Donc voilà, donc un certain nombre d'exemples, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc finalement, c'est essayer d'avoir un mode de vie où on limite finalement les intrants à ce niveau-là. Et c'est aussi après s'assurer dans l'alimentation d'avoir tout ce qu'il faut pour faire de la méthylation, pour tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est toxines, les éliminer adéquatement. Donc on va jouer en fait aux deux niveaux. C'est bon? Mais Et merci pour la participation, Anne-Ingrid. Super intéressant ces discussions-là. on en veut des participations, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment. Fait que si on, peut-être plus Anne-Ingrid, Marie-Josée, c'est peut-être moins facile, mais quelles sont les principales problématiques en fait de vos clientes? Qu'est-ce qu'elles vous disent au niveau de leurs cheveux et qu'est-ce qui les préoccupe finalement de façon générale? Bah là, Nat et Ingrid, vous pouvez répondre. Vous envoyez assez des clientes Que quotidiennement. j'allais dire, Anne-Ingrid va être en mesure aussi de répondre, mais ce qu'il va y avoir, ça va être les pellicules, les cheveux gras, des mangeaisons. On va avoir des cheveux cassants aussi. Les Euh, cheveux secs cassants, les cheveux souvent qui cassent à la moitié, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont eu des décolorants ou des procédures chimiques. Souvent, c'est parce que la qualité du cheveu ou leur qualité de nutriments sont insuffisants, justement. et perte de cheveux. Je Oui. dirais même qu'aujourd'hui, là, pour être coiffeuse depuis 20 ans, je te dirais que les 3, 4 dernières années, si c'est pas plus, on entend énormément parler de la chute de cheveux. Puis de tout âge, parce qu'avant, il me semblait pas que les enfants perdaient autant leurs cheveux. Ouais, ben ça tombe bien parce qu'on va en parler aujourd'hui. En fait, ben, c'est ça, la chute de cheveux, on va en parler, puis c'est assez général finalement par rapport aux cheveux cassants, par rapport aux cheveux gras, etc. Tout ce qu'on va aborder, ça a un lien aussi avec tout ça. Mais spécifiquement, la chute de cheveux, c'est à peu près 45% des femmes qui sont affectées de façon anormale par la chute de cheveux aujourd'hui statistiquement. Donc après, vous êtes les mieux placés pour le voir au quotidien, mais ça reste effectivement la statistique qui ressort. Donc c'est beaucoup, beaucoup de chutes anormales finalement à travers tout ça. Donc on va pouvoir le regarder un peu plus en détail. Et donc, selon vous, c'est quoi la part de facteurs internes versus externes dans la chute de cheveux? Interne étant tout ce qui se passe à Savoir. l'intérieur du corps Vous versus êtes censé externe. le savoir. J'espère. Je dirais hormonal à la base. En tout cas, c'était hormonal. Tu sais, c'est ça que je te disais, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, là, je me souviens, l'âge moyen, là, quand j'entendais parler des femmes, ah, je perds mes cheveux et tout, c'était entre, allez, 45, 55 ans, là, où, tu sais, j'entendais, puis on savait que c'était la péri ou la ménopause ou en tout cas un trouble hormonal. Mais là, c'est de plus en plus tôt, puis je trouve ça triste parce que ça voudrait dire que on a des troubles hormonaux de plus en plus tôt.
Possible. Question possible? Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de médications jeunes. Il y a beaucoup de gens, d'enfants qui ont des médications à partir d'un jeune âge. Et je trouve qu'il y a peut-être ça plus le facteur hormonal, le facteur stress. Le stress aussi. Toutes des bonnes pistes, toutes Mais des bons réflexes. alimentaire, je te dirais aussi, parce que si j'y pense bien, alimentation, les gens mangent pas tellement très sain ou équilibré. Ils pensent manger bon, mais je vais vous dire, depuis les 30 dernières années, l'alimentation est très fast, très rapide, hein? Très gluten aussi, Et, beaucoup de et- pâtes. Les gens mangent beaucoup de hamburgers, les pâtes, c'est pas nécessairement toujours équilibré. Eux pensent que oui, mais l'apport nutritif est peut-être pas suffisant. Puis il y a aussi peut-être au niveau des pollutions qui sont de plus en plus grandes. Je sais pas. Je vais oui. vous écouter. Mais non, mais c'est exactement ça. Mais on se rappelait que quand on a vu dans la première journée sur la santé capillaire qu'il y avait à peu près. On avait, nous, en tant que praticienne en spa, une part d'intervention dans cette santé capillaire par un bon nettoyage, utilisation de bons produits. Mais on se rappelle que la base de base de base de base d'un cheveu, c'est un renouvellement cellulaire, c'est un follicule. Puis ça fait comme 10 minutes là qu'on parle de cellules. Et qu'est-ce qu'elles ont besoin de ces cellules-là? De nourriture, La bonne, de bonne nourriture. Puis vous allez voir dans ce que Cécile va vous présenter qu'il y a un déboulement de facteurs qui démarrent de cette base-là, en fait, qui est une assiette équilibrée et de manière constante. Parce que c'est pas vrai qu'on mange qu'une seule fois une assiette équilibrée qu'on va avoir. Complètement. Et dans les faits, en fait, si on regarde un petit peu plus en termes de statistiques, une fois de plus, à peu près 80% de la santé capillaire qui démarre de l'intérieur. L'extérieur, c'est hyper important aussi, mais c'est vraiment la combinaison des deux, en fait, qui fait qu'on va avoir des résultats. Et je pense que d'en avoir conscience, puis super bon réflexe hein, de penser nutrition, de penser les médicaments, de voir un peu l'impact hormonal. Oui, c'est vrai. C'est vrai aujourd'hui que les femmes très jeunes ont des problèmes hormonaux. Et donc, dans les faits, il y a pas mal de choses qui sont à regarder en amont pour s'assurer d'avoir des cheveux qui sont en santé et puis qui sont le reflet finalement de la santé générale. C'est ça. Définitivement. Et nous, en fait, avec notre action et notre fonction et les recommandations qu'on va être en mesure de donner à nos clientes auprès de la santé capillaire, donc des produits purs, hein, là je parle, on va aller supporter en fait ce que le 80% des fois n'est pas capable d'apporter, mais on essaye quand même d'avoir cet équilibre. Sans dépasser notre cadre et notre champ de compétences, mais d'orienter notre cliente à avoir cet équilibre-là. Ce qui fait que oui, on va avoir un impact, mais on va supporter le déséquilibre interne. Donc on comprend encore une fois que si on veut des résultats concrets, des résultats sur du long terme, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Et à l'intérieur, en fait, il y a trois angles finalement, trois axes qui sont super importants. C'est le côté inflammatoire, on va en reparler là, qui dit inflammation, dit cheveux pas en bonne santé, là. Dit potentiellement une difficulté à avoir une croissance au niveau du cheveu, et puis à un moment donné, un cheveu qui peut-être refuse de pousser. Donc quand même très très important à regarder. Le côté hormonal dont on parle depuis le début, je pense qu'on y est sensibilisé, puis bravo d'avoir déjà cette vision, puis cette ouverture, c'est extrêmement important. Et le côté nutritionnel, comme on disait là, effectivement, la nutrition, c'est aussi la clé de la santé et de la santé capillaire. Donc si on regarde, on va regarder un peu plus dans le détail, en fait, tout ça, inflammatoire, hormonal, nutritionnel, ça va être les prochaines parties qu'on va regarder ensemble. Donc avec le support effectivement de la phase anagène là qui est hyper hyper important et on veut surtout pas précipiter la phase télogène parce que c'est souvent ce qui va arriver en fait à partir du moment où on a des déséquilibres à ce niveau-là. Donc l'inflammation et les cheveux, c'est quoi le lien? En fait, le lien, c'est que l'inflammation va fragiliser le follicule pileux de façon importante. Il va y avoir des radicaux libres qui vont être créés et qui vont vraiment aller fragiliser le follicule pileux. Donc c'est ce qui fait qu'on veut vraiment éviter l'inflammation au niveau du corps. On va même parfois se rendre jusqu'au système immunitaire quand il y a trop d'inflammation. Le système immunitaire lui-même va être déclenché, puis il va agir contre les follicules pileux. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper important. À partir du moment où on baisse l'inflammation, on va se donner beaucoup plus de chances justement d'avoir une belle croissance au niveau du cheveu. Dans ces cas-là extrêmes, c'est là où on va retrouver les cas de pelade, les filles. Et les cas de pelade, je pense qu'on va aussi dans une inflammation qui est très très
forte et installée. C'est une inflammation auto-immune, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Auto-immune. Oui, c'est ça. Donc, par rapport au système immunitaire, effectivement. Donc, pour les cas de pelade, de façon générale, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que de l'inflammation, tout le monde en vit dans le monde d'aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on va appeler low grade inflammation, c'est quelque chose qui est vraiment très, très répandu. Donc, on peut se dire parfois, OK, l'inflammation, ça va être quelque chose qu'on va voir qui va nous donner des rougeurs, du psoriasis ou des choses comme ça, mais pas que. Ça peut ne pas se voir ou très peu, mais être déjà présent. Donc, c'est quelque chose qu'on veut traiter ou du moins rééquilibrer en amont à la source parce que c'est une cascade après d'événements. Donc, même si c'est pas visible aujourd'hui, toute l'inflammation qu'on accumule, à un moment donné, ça va ressortir puis ça va avoir un impact sur les cheveux. Donc, c'est vraiment celle qu'on ne voit pas, l'inflammation de façon générale. D'où elle vient? Bon, il y a plein de facteurs, je ne les ai pas tous nommés nécessairement, mais ça pourrait être long là, il est déjà presque 11 heures. Ouais. Et donc il y a l'alimentation, l'alimentation hyper important, et puis je pense que Anne-Ingrid en a parlé aussi à travers tout ça, c'est avoir les bons nutriments, mais c'est aussi faire attention à ce qu'on mange de façon générale par rapport à tout ce qui va être produits industriels, les graisses hydrogénées, tout ce qui est huile hydrogénée, c'est en fait un débalancement chimique, une intervention chimique qui a été faite au niveau du gras, c'est pas bon pour le corps du tout et ça va générer de l'inflammation. Donc on fait très attention à ça. De façon générale, essayer de manger le moins possible industriel et puis tout ce qui va être vraiment les huiles, notamment tout ce qui va être huile de canola qui n'est pas de la première pression mais qui est vraiment de l'huile qui a été industrialisée, ça marche pas. Tout ce qui va être huile de friture, ça crée de l'inflammation de façon générale. La graisse abdominale, on n'a rien contre le gras, hein. Avoir de la graisse, c'est bien, en fait, c'est même positif. Il faut le dire, là, aujourd'hui, il faut le dire, c'est positif, en fait, pour la santé d'avoir du gras. Mais juste tout ce qui va être plus graisse, qui va être vraiment accumulé au niveau abdominal, qui va être dur de façon générale, ça, c'est vraiment le signe d'une grosse inflammation. C'est un désordre métabolique qui s'installe. Il y a plusieurs origines, on fera attention au sucre en particulier par rapport à ça. L'excès de sucre de façon constante va amener à une résistance à l'insuline finalement qui va s'installer progressivement et ça va créer de l'inflammation. Donc on fait attention à tout ça, c'est tout le côté graisse viscérale finalement qu'on veut éviter le plus possible. En passant, on n'a pas besoin d'avoir de la graisse nécessairement visible pour avoir de la graisse viscérale. On a des gens qui vont être skinny fat et qui pour autant vont quand même réellement avoir des problèmes de graisse viscérale, mais reste que quand on a une graisse abdominale très présente et dure, souvent c'est un signe de désordre métabolique et ça c'est un signe d'inflammation. Le tabac, je pense que c'est relativement évident, mais dans les faits, c'est vraiment une cause très directe et très profonde d'inflammation. Tout autant qu'effectivement, là je ne l'ai pas nommé, mais les médicaments, c'était un bon réflexe aussi de dire qu'il y a un certain nombre de médicaments ça va être de l'accumulation finalement de toxines. Donc les médicaments, ils ont leur place, mais quand il y en a beaucoup de façon continue, c'est sûr que ça finit par potentiellement créer de l'inflammation. Vous l'observerez chez vos clientes quand vous faites les analyses capillaires, très souvent quand on va retrouver de l'inflammation. La première question qu'on pourrait poser d'ailleurs et qui est censée être dans vos bilans, c'est prenez-vous des médicaments sur une base régulière. Une base régulière parce que je vous dirais qu'à 90% des cas, vous allez observer de l'inflammation. Ouais, après tout ce qui est sommeil, donc l'insomnie, en fait c'est ça, c'est que le sommeil il joue un rôle crucial à plein de niveaux et notamment la production de mélatonine qui est une hormone qui est hyper importante et qui est très antioxydante. Donc qui aide beaucoup finalement à réguler tout ce qui va être inflammatoire. C'est aussi un rôle important dans le système immunitaire, donc pour vraiment que le système immunitaire il fonctionne de la bonne façon et qu'on élimine justement tout ce qui va être de type inflammatoire au niveau du système immunitaire aussi. Les cytokines notamment qui vont être mises à contribution, mais qu'il faut calmer à un moment donné parce que sinon on est en mode inflammation chronique. Le système immunitaire, il réagit à ce qu'il considère être des dangers. Donc c'est normal, puis c'est parfait, puis on aime ça. Simplement, s'il a l'impression qu'il est en danger tous les jours et qu'il réagit tous les jours, ça finit par créer vraiment de l'inflammation de façon générale parce qu'il est tout le temps en mode alerte. Donc, hyper important de se donner du temps de repos et du sommeil de qualité. Et le stress, en fait, ça va être un petit peu le même principe. Le stress, c'est vraiment du stress. Le stress émotionnel en particulier, il va amener beaucoup d'inflammation. Il va aussi avoir un lien important sur le microbiote intestinal. Et si, au niveau du microbiote intestinal, on a finalement un microbiote qui ne fonctionne pas bien,
on va avoir finalement des intrus qui vont passer à travers la flore intestinale, à travers les intestins qui vont arriver dans le système et qui vont créer de l'inflammation. Donc finalement, ça peut être le gluten dans certains cas. Il y a des personnes qui le tolèrent mieux que d'autres. Il peut y avoir d'autres choses qui vont générer de l'inflammation. Si ça passe à travers les intestins, ça se retrouve après dans la circulation générale. Là, le système immunitaire dit bah, alerte, intrus, et là se mobilise, et là, ça régénère de l'inflammation parce que c'est quelque chose qui est chronique finalement. Donc, ça, c'était l'inflammation. Mais les hormones, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les hormones? Parce que ça aussi, là, c'est vraiment un élément qui est super important. Et en fait, ce qu'on va souvent remarquer, c'est de la surproduction d'androgènes qui va se coupler à un manque d'œstrogène et de progestérone. Et ça va avoir un impact sur la pousse du cheveu parce qu'on va avoir notamment tout ce qui est androgène et DHT qui va aller se placer au niveau des récepteurs au niveau capillaire et qui va les bloquer. Donc, ça va bloquer la phase de croissance du cheveu et ça va favoriser sa dégénération. Donc, c'est toute une valse, hein, les hormones. Notamment, là, on parle d'hormones sexuelles quand on parle de testostérone, quand on parle d'œstrogène et de progestérone. On veut les avoir en bonne quantité, on les veut toutes en bonne quantité parce que quand on va avoir un excès relatif de l'un par rapport à l'autre, et notamment les excès relatifs d'androgène, bah, c'est ça que ça va favoriser. Donc, super important. L'œstrogène, on l'aime pourquoi parce que lui, il va favoriser la phase anagène de croissance du cheveu, c'est ça. Et en même temps, tout ce qui est irrigation. L'œstrogène, il irrigue, il amène le sang au niveau des capillaires sanguins et donc au niveau du bulbe. Donc, c'est sûr que ça va favoriser la croissance. Pourquoi est-ce qu'on aime la progestérone? Parce qu'elle va venir inhiber la conversion de testostérone en DHT. Donc, elle va éviter justement ces problématiques-là. Et donc, tout ce qui est testostérone, c'est sûr que c'est super important pour le corps de façon générale. Mais quand on en a trop qui se convertit en DHT, bah, c'est là qu'on a un problème au niveau du follicule capillaire. On va observer un ralentissement de la phase de croissance. On va observer sur du long terme un amincissement des cheveux. Et on va observer aussi des follicules qui ne sont pas multiples. Beaucoup. Donc, un gros impact. Et alors, ce qu'il faut quand même voir, et c'est un petit peu là, finalement, qu'on se dit, OK, mais comment on fait ça? C'est que finalement, les hormones sexuelles, donc quand on parle de progestérone et d'œstrogène de façon générale au niveau de la femme, elles varient beaucoup dans le temps, dans la vie d'une femme. Donc, on va avoir vraiment une période assez, on va dire, en eau trouble, si on peut dire ça comme ça, pour tout ce qui est adolescence. Probablement que certaines d'entre vous savent ce que c'est aussi que d'avoir une adolescente à la maison, ouais, ok, qui dit mieux. Et que c'est ça, on voit bien que c'est pas très très stable et qu'il se passe pas mal de choses au niveau des hormones. Et c'est sûr que bon, au niveau de l'adolescence, ça a aussi un impact sur la santé capillaire, mais c'est un petit peu différent parce qu'on est plus dans la mise en place. Après, dans les années plus reproductives, comme on appelle, on va avoir tout ce qui va être postpartum, où là, ben, en fait, tout ce qui est grossesse et postpartum, où on va avoir un effet sur le cheveu qu'on verra un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au moment de la périménopause, ménopause, ben là, rien ne va plus. Là, c'est l'œstrogène, vous voyez, qui peut atteindre jusqu'à 3 fois, on peut avoir des pics qui font jusqu'à 3 fois le taux d'œstrogène normal dans la vie d'une femme. Autant dire qu'il y a de quoi se dire, ouh, qu'est-ce qui se passe? La progestérone, elle chute, mais alors drastiquement, très rapidement. Et donc, au final, on va avoir vraiment des déséquilibres hormonaux qui vont s'installer. Et quand on parlait tantôt de l'impact de l'œstrogène, de la progestérone sur la DHT et donc la chute de cheveux, ça, c'est un petit peu tout le portrait global de ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'il y a des variations, c'est sûr qu'il va falloir venir les supporter. Autrement, on va avoir un impact sur le cheveu, c'est évident. Puis la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que les hormones ne sont pas toutes égales. Dans le sens où, en fait, le corps produit plein d'hormones. Mais ce qu'il va produire en premier, c'est tout ce qui sert à la survie de l'espèce. Donc, le cortisol, parce que lui, c'est celui qui fait que le jour où vous croisez un ours, bah, vous fuyez. Enfin, à vous de voir, là, mais de façon générale, on combat ou on fuit. Le cortisol, il est super important. Même si on ne croise pas souvent d'ours dans la vie, dans les faits, on est fait comme ça encore. Notre corps, c'est ça qui comprend encore aujourd'hui dans la notion de danger. Il va aller recruter du cortisol. L'insuline, bah,
c'est aussi ce qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est à la base de la survie. Si on n'a pas assez d'insuline, trop de sucre dans le sang, on ne peut pas vivre, tout simplement. En tout cas, dans une certaine mesure, là, il faut vraiment un équilibre important au niveau du sucre dans le sang parce que c'est quelque chose de très, très important pour la santé en général. Après, on a les hormones thyroïdiennes qui vont être le thermostat général du corps et donc qui sont super importantes aussi, qui viennent en second. Et seulement à la fin, nous avons nos belles hormones reproductives qui sont l'œstrogène, la progestérone, et donc avec, à travers tout ça, la testostérone, les androgènes. Autant dire que ce n'est pas les mieux servies, c'est celles qui sont servies en dernier dans la pyramide. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à tout le reste en premier, parce que sinon, toutes ces hormones-là dont on a vu tantôt qu'elles avaient un impact important sur la DHT, et donc potentiellement le fait que ça s'amincisse, qu'il y ait moins de follicules et qu'on ait une chute de cheveux, c'est ça ne marchera pas nécessairement de la meilleure façon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je peux partir longtemps dans ce genre de... Oui, c'est parfait, c'est parfait. Ça va? Excellent. Ça va. Donc, on va voir rapidement, en fait, plusieurs éléments. Donc, dans la vie d'une femme, on va parler de postpartum. C'est quand même une phase de la vie qui est hyper importante qu'un bon nombre de femmes vivent. On va parler de ménopause parce que, en fait, toutes les femmes biologiquement constituées vont passer par là, qu'elles le veuillent ou non. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On avait déjà regardé, on a déjà vu un petit peu que c'était la valse des hormones. On va parler de SOPK aussi, donc syndrome d'ovaire polykystique, qui touche beaucoup de femmes et qui, en soi, crée beaucoup de dérèglements hormonaux et capillaires. Tout ce qui est problème de thyroïde et cortisol aussi, qui sont d'autres éléments dont on a vu que c'était super important dans la pyramide des hormones. Ça vous va? Oui. Les hormones pour tout ce qui est postpartum. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une chute soudaine des cheveux qui, en soi, est normale. En fait, c'est un effluvium télogène à travers tout ça. C'est lié à la chute des oestrogènes. C'est juste normal de perdre ses cheveux après la grossesse, puis c'est pas nécessairement alarmant. Par contre, si on ne soutient pas le corps avec les bons nutriments et les bonnes habitudes, là, il est tout à fait possible que les cheveux ne repoussent pas comme ils devraient repousser. Et donc, c'est là que ça devient un petit peu plus problématique. Donc, il y a des carences assez fréquentes, en fait, postpartum, qui vont être carences en fer, carences en zinc et carences en B12. Alors, parfois, c'est des carences avérées, parfois, c'est juste une insuffisance générale pour que le corps puisse vraiment repartir, que la machine reparte et puis que les cheveux puissent avoir vraiment tout ce dont ils ont besoin pour être nourris. C'est ça, et puis il y a l'allaitement aussi qui joue dans ces possibles carences. On s'entend que tout ce qu'on va ingérer, si déjà de base on n'ingère pas, parce qu'on sait la vie de maman, se faire une assiette équilibrée, c'est pas toujours la chose facile, mais tout ce qu'on va ingérer va être majoritairement en fait reconstitué pour l'allaitement maternel. Ce qui fait que, en plus de ça, si on se met déjà en difficulté avec ce qu'on a dans l'assiette et qu'on ne vient pas supplémenter ou se supporter et que la routine capillaire, parce qu'on parle de cheveux là aussi, ne suit pas, on va observer en fait non pas une chute de cheveux postpartum sur du long terme, mais simplement on va pas retrouver une repousse, donc un ralentissement de la phase de croissance du cheveu qui va être largement notable en fait. Et très souvent, on va le constater chez nos clientes, hein. Au secours, depuis mes grossesses, mes cheveux, c'est un enfer. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se passer tout ce qu'on va vous parler là, mais je vous dirais que c'est majoritairement en postpartum des carences. Tu parles de postpartum au bout de combien de temps? Tu sais, comme admettons, moi j'ai des clientes qui me disent, ah ben tu sais, c'est dû à mes grossesses, postpartum, mais tu sais, l'enfant il a 4 ans. Pour moi, c'est comme, c'est plus ça, non? Non, ben, À partir du moment où... excuse-moi, Julie. non, vas-y, excuse-moi. J'allais juste dire, à partir du moment où on n'a pas donné au corps ce dont il avait besoin, ça peut durer très longtemps. Exactement. Parce que, Donc on garde le terme postpartum, même si c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. ça peut tout à fait être le cas. Ouais. C'est pareil pour le poids de grossesse. On peut dire que c'est le poids de grossesse. On dit pas, C'est pareil. Ok.
Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les femmes, de manière générale, vont parler de chute de cheveux postpartum à peu près 1 an après l'accouchement, en fait. Donc, la chute de cheveux postpartum visible, si je peux dire. Mais on va être quand même dans une chute de cheveux postpartum que je dirais pas invisible, mais qui est notable. Parce qu'en fait, on s'est mis en carence. Manque de sommeil, assiette pas équilibrée, le stress qui est beaucoup plus important quand on a des enfants aussi, on s'entend, le rythme de vie qui change. Donc, vous voyez, c'est tous des facteurs qui viennent assurément débalancer la santé capillaire. Exactement, donc tout ce qui est hygiène de vie, bah, tu t'en parlais Julie, mais effectivement, un manque de sommeil, c'est le déséquilibre du microbiote aussi, hein, de façon générale. Déjà, on a une phase vraiment où le corps doit se réadapter, là c'est un recalibrage hormonal. Donc c'est sûr que dès qu'on a un changement au niveau des hormones, le microbiote, il a tendance à fluctuer, il met du temps à se remettre sur pied. Si en plus de ça, on n'a pas une bonne alimentation, qu'on dort pas assez, ben ça marchera pas en fait, parce qu'on va avoir une moins bonne absorption des nutriments qui sont déjà peut-être en quantité insuffisante, parce que souvent en fait la maman elle va avoir tendance à pas se privilégier. Donc soit elle allaite, puis clairement ben, c'est la dernière servie dans tout ça. Même si elle allaite pas, de façon générale, on a tendance à donner beaucoup aux petits, mais pas nécessairement à prendre soin de soi autant qu'il le faudrait. Et donc effectivement, c'est hyper important de revenir à la base de tout ça et de s'assurer que tout fonctionne bien au niveau du microbiote également. Donc dans les faits, est-ce qu'on peut dire que c'est réversible tout ce qui va être chute de cheveux, problématique de cheveux postpartum? Oui, avec une approche globale en fait, nutrition, sommeil, digestion. Et puis, c'est sûr que dans un premier temps, continuer tout ce qui est vitamines prénatales, ben, c'est un must, parce que ça continue à nous nourrir un minimum. Et surtout, faire attention aussi. Parfois, les mamans vous disent, OK, moi, je veux perdre du poids. Ben, pas trop vite, s'il vous plaît. Pas trop vite. Allez-y vraiment très, très fort sur les protéines, hyper important pour bien nourrir le corps. Beaucoup, beaucoup. Les bons gras aussi. Le métabolisme, il va se remettre en place progressivement. Mais définitivement, il ne faut pas se retrouver en carence, sinon on va avoir un corps qui va dire comme au secours, je ne sais plus où j'en suis, qui va dire moi les cheveux c'est pas tant important pour moi, désolé, fait que je vais faire d'autres choses. Hein. On va d'abord penser à la survie, les cheveux on y pensera plus tard, fait que les cheveux ils vont pas nécessairement être servis à travers tout ça. Là, ça va être fonctionnement minimal autrement. Donc oui, c'est réversible. Le conseil que vous pouvez donner déjà à vos clientes, c'est ben, de s'assurer qu'elles aient une assiette équilibrée. Bon, ça, c'est pas tâche facile, on le sait, mais c'est des petits rappels. On rappelle toujours aussi l'hydratation en très, très, très importante. Mais la chose qui est très importante, c'est que les femmes ne pensent pas tout le temps. Puis moi, j'ai été la première, il y a 4 ans de ça, les vitamines prénatales ou les compléments, en fait, sous recommandation de leur médecin ou du pharmacien très, 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 très important en postpartum, encore plus en allaitement. OK? Et après, assurément, on leur donne des soutiens, des recommandations en soutien capillaire qui sont faciles à mettre en place. Rappelez-vous que le temps, elles l'ont pas. Fait que c'est sûr que si on leur demande de mettre un sérum quotidiennement, etc., un masque, elles n'auront pas le temps. On s'assure au moins qu'elles aient une bonne hygiène autour de la santé capillaire. Déjà, un shampoing qui va contenir les bons ingrédients, les bons principes actifs pour soutenir sa santé capillaire. Puis peut-être qu'un peu plus tard, on pourra introduire éventuellement un sérum, là. Mais on essaie d'y aller step by step avec les petites mamans. La maman qui parle. Après, je vais passer rapidement à la ménopause. Donc, bon, on a déjà vu hein, que c'était la valse des hormones, que là encore, c'est un gros recalibrage. Hein. Finalement, souvent, la préménopause, ménopause, déjà, elle commence très tôt. Hein. De façon générale, on a tendance à se dire que la ménopause, c'est 50-ish, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Et dans les faits, les variations hormonales, elles commencent à partir de la fin trentaine, début quarantaine. Donc, pas mal plus de femmes concernées qu'elles ne le pensent, très honnêtement. Donc quelque chose à vraiment considérer assez rapidement. Et donc c'est ça, en fait le corps il se cherche à travers tout ça. Les cheveux ils sont fragilisés à cette période-là. Puis je pense que Natacha tu le disais hein, souvent, c'est vraiment vers 45 à peu près qu'on commence à voir beaucoup de personnes qui viennent avec des problématiques de cheveux, des chutes de cheveux. Donc c'est typique aussi de cette période-là de périménopause, ménopause. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Donc, de façon hormonale, ce qui se passe, c'est que, on l'a vu là, on a une baisse des oestrogènes progressive. Et au début, ça fait du yo-yo, puis après, ça baisse d'un coup. Et puis, on a aussi une baisse de la progestérone qui, elle, est même plus rapide
finalement que la baisse d'œstrogène. Donc, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps puis qui va rester. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soutenir le système, même si au niveau de tout ce qui va être ovarien, on va avoir moins de production. La production d'œstrogène, elle va quand même continuer par les glandes surrénales, donc on va essayer de les supporter. Et de façon générale, ça c'est une fois qu'on est en ménopause, mais avant ça, tant qu'on a une ovulation, une belle ovulation, on va se donner une chance d'avoir le plus d'hormones possible de façon dans des niveaux sains. Donc ça va être vraiment ça qu'on va vouloir supporter. Ce qu'on va trouver beaucoup, c'est une hyperandrogénie relative aussi qui se manifeste à ce moment-là. Donc ça veut dire trop de testostérone relativement à l'œstrogène et à la progestérone. Et c'est ce qui va créer l'alopécie androgénétique, finalement. Donc le fait que les cheveux poussent moins vite, deviennent plus fins, plus secs aussi, et c'est lié à tout ce qui est DHT qu'on voyait tantôt. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Plein de choses. Mais de façon générale, l'hygiène de vie, c'est le stress vraiment qui est le facteur numéro 1 à regarder. Comme je le disais, en fait, à partir du moment où on a moins d'œstrogène produit par les ovaires, en fait, on va avoir un relais qui va être pris au niveau des glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles ont le choix entre produire de l'œstrogène ou produire du cortisol, mais elles ne peuvent pas faire les deux en même temps de façon... En fait, elles ne peuvent pas augmenter la production des deux en même temps. Elles ont une capacité maximale, donc elles ont des choix à faire entre œstrogène et cortisol. Donc, super important, notamment quand on tombe en phase de périménopause, ménopause, de faire très attention à la gestion du stress pour favoriser la transition. Après, tout ce qui est nutrition et phytothérapie, c'est un axe de travail qui est vraiment intéressant. Donc, les phytoœstrogènes, donc tout ce qui va être soya, graines de lin, trèfle rouge, c'est des plantes qui peuvent accompagner la baisse en œstrogènes, qui vont être des plantes régulatrices. Donc, quand il y a trop d'œstrogènes, elles vont bloquer les récepteurs et elles vont finalement les activer, mais de façon moindre par rapport aux œstrogènes. Et quand il n'y a plus assez d'œstrogènes, elles vont de même activer les récepteurs, donc elles vont parer à la baisse des œstrogènes. Donc, c'est des plantes qui sont très, très intéressantes. Il n'y a pas de risque de les consommer à travers tout ça, du fait qu'elles ont vraiment une action régulatrice et non une action promotrice. Et donc, est-ce que c'est réversible? Bon, la ménopause ne l'est pas, hein, soyons clairs là-dessus, mais on peut vraiment passer à travers cette période de périménopause, ménopause, de façon très saine et très avec beaucoup de bien-être au quotidien, même s'il peut y avoir des fluctuations et des moments où c'est plus difficile que d'autres, simplement de bien s'accompagner et ça va faire en sorte qu'on va garder des cheveux en santé aussi. On Et a là, beaucoup de... typiquement, on a un pouvoir hyper impactant, nous, dans la santé capillaire, parce qu'on est capable d'aller apporter des solutions concrètes de soutien à cette personne qui est en ménopause et qui va vivre des années de ménopause et de plus ou moins stabilisation. Fait que c'est sûr qu'avec une routine capillaire saine et adaptée pour elle, alors on ne dit pas de directement la mettre sur des produits qui vont réactiver encore une fois la phase de croissance, mais au moins des produits sains, des produits qui vont rétablir l'équilibre du microbiome au niveau du cuir chevelu, des produits qui vont aller réhydrater aussi et reconstruire la barrière cutanée, parce que très généralement, ça joue énormément aussi, on s'entend, hein, sur la barrière cutanée. Et puis, lui apporter des solutions concrètes pour prendre soin de ses longueurs, parce que vous le remarquerez, plus on vieillit, plus on coupe nos cheveux. C'est pas parce qu'on est tanné, mais c'est aussi parce qu'on a des fluctuations hormonales qui nous, qui nous l'imposent. Donc, donc, c'est ça, c'est parlez-en à vos clientes. On a de la clientèle autour de 40, 45, 50 ans. C'est une clientèle très cible aussi en spa parce que elles ont peut-être aussi un pouvoir d'achat un peu plus important, on s'entend, et cette façon de vouloir prendre soin d'elles qui est un peu plus présente qu'une maman de 25 ans ou 30 ans, on s'entend. Donc, allez-y sur ce segment-là, on a beaucoup d'impact sur le segment ménopause, périménopause, les filles. Oui, puis parfois, ça va être une femme aussi qui va se remettre un petit peu en question et rechercher sa place. Et finalement, il peut y avoir un peu ce sentiment de bah, moi j'ai l'impression que je suis un peu passée date, mais j'ai un pouvoir, puis pas parce que je suis en périménopause que ma vie est finie, au contraire. C'est un peu l'occasion de se réaffirmer une deuxième fois. Il y en a qui vont parler de finalement deuxième adolescence au niveau de tout ce qui est périménopause, ménopause. Donc il y a des femmes qui vont le vivre réellement comme ça. Donc c'est aussi une occasion pour elles de se dire moi là je me remets en priorité, c'est le temps. Donc, donnez-moi les moyens de prendre soin de moi et puis d'avoir des beaux cheveux. C'est ça.
Alors ensuite, bon, rapidement, le syndrome des ovaires polykystiques, j'en parlais tantôt, c'est vraiment un syndrome qui touche 10% des femmes en âge de procréer, donc c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler nécessairement en termes de santé capillaire, si les femmes vous le partagent, qu'elles ont cette problématique-là, mais c'est fréquent. Elles ne nous le partagent pas parce qu'elles ne le savent pas. En fait, parce que c'est pas quelque chose qui est encore, même si on en parle de plus en plus, qui est pointé du doigt dans la fluctuation hormonale et la variation hormonale. On va les mettre en périménopause, on va leur donner tu sais, ce qu'il y a à donner, des fois même des gels, des choses comme ça, alors que tu sais, le problème de fond n'est pas là. Puis quand on parle de fluctuation hormonale chez les très jeunes, aux alentours de 16, 17, 18, ou alors chez même une maman en postpartum, bah hey, t'es jeune là. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. que les syndromes d'ovaires polykystiques sont présents, sont réels, et c'est quelque chose à prendre en considération assez tôt, surtout chez les jeunes, les adolescents, où c'est de plus en plus présent, là, parce que ça va aussi influencer leur possiblement capacité de procréer à l'avenir en fonction de comment elles le prennent en charge. Donc, Exactement. Exactement. Puis de façon générale, c'est effectivement le cas. Hein. C'est que oui, ça touche en fait des femmes très jeunes qui ne le savent pas. Et c'est au moment où elles veulent avoir des enfants, souvent, qu'elles commencent à faire des tests et puis à se pencher sur la question, à dire ben, je comprends pas, ça marche pas. Parce que ça crée effectivement, dans bon nombre de cas, de l'infertilité, le syndrome d'ovaire polykystique. Donc c'est souvent là qu'elles vont consulter et finalement se rendre compte qu'elles ont un syndrome d'ovaire polykystique. Donc c'est sûr que c'est beaucoup là que ça se passe. Qu'est-ce que c'est en fait le syndrome d'ovaire polykystique pour celles qui ne le savent pas nécessairement? Et là, je vous donne les caractéristiques générales. Après, c'est vraiment un médecin qui peut lui donner un diagnostic. Mais ce qui va se passer pour avoir un syndrome des ovaires polykystiques, c'est qu'on va avoir une femme qui va avoir des cycles menstruels très irréguliers, voire absents complètement, et qui va avoir des symptômes d'hyperandrogénie. Donc ça peut être autant avoir de l'hirsutisme, avoir beaucoup trop de poils présents un petit peu partout, que justement une perte de cheveux, le fait d'avoir une transpiration excessive aussi, d'avoir beaucoup de sébum, ça va être des caractéristiques androgéniques qui vont se matérialiser. Donc soit c'est mis en évidence par des tests sanguins ou même d'un point de vue clinique. Un médecin va pouvoir, à partir du moment où il y a ces deux caractéristiques-là, va pouvoir confirmer à la femme, si il a exclu les autres problématiques potentielles, que c'est un syndrome d'ovaire polykystique. Parfois, il y a des kystes sur les ovaires, mais pas tout le temps. tout le temps, ouais. Ouais. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, l'origine, elle est hormonale. Donc là, bah, comme je vous le disais, hein, c'est excès d'androgène. Ça peut être la raison numéro 1. Souvent, c'est avec une insuline très élevée. Donc, l'insuline aussi qui va, en fait, stimuler le DHT. Donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir une perte de cheveux. Et l'inflammation. Donc, ces trois éléments, en fait, qui rentrent en ligne de compte dans le SOPK. Parfois, un est plus présent que l'autre. Les origines sont multiples, mais reste quand même que ces trois éléments caractéristiques du SOPK. Et donc, au niveau du cheveu, ça commence par un effluvium télogène, ça s'en va vers l'alopécie androgénétique. Et c'est le haut taux de testostérone, comme je le disais, qui, en fait, induit une chute de cheveux parce qu'on a une conversion qui se fait trop élevée en DHT. Qu'est-ce qu'on peut faire en nutrition? Pas mal de choses. Donc, une alimentation qui est nutritive avec un indice glycémique bas. IG, c'est un indice glycémique. Donc, la base, c'est une alimentation qui est riche en légumes, mais qui va aussi privilégier les protéines pour justement aller chercher cette baisse de la résistance potentielle à l'insuline, des huiles de qualité et des vitamines B et du zinc, très très important au niveau du syndrome d'ovaire polykystique, avec aussi un apport mesuré en sucre, parce que souvent, ça fait vraiment intervenir une problématique au niveau de l'insuline qui est trop élevée, et de l'inflammation aussi, qui arrive avec l'excès de sucre. On a des plantes régulatrices, fait que ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça permet d'accélérer le fait de renverser un syndrome d'ovaire polykystique, parmi lesquels le palmier nain, très connu, en tout cas dans l'univers naturopathique, peut-être pas de tout le monde, mais il est très très utilisé. La menthe verte, la racine d'ortie, elles vont limiter la conversion de testostérone en DHT. Donc dans les faits, ne serait-ce que de se faire des tisanes d'ortie et de menthe verte, ça peut vraiment aider à baisser les caractéristiques androgénétique au niveau justement de la perte de cheveux et puis le fait d'avoir une pilosité trop présente. Oui. Tes tisanes, tu les fais les deux à la fois, c'est-à-dire tu les mélanges ensemble ou tu les fais séparer, exemple, ton ortie Tu peux les mélanger.
Ah, Ça, OK. ça, ça peut se mélanger. Ouais, ouais. OK. Et après, donc, une personne qui a vraiment un syndrome d'ovaire polykystique, moi, je l'inviterais réellement à consulter un professionnel parce qu'il y a beaucoup d'éléments à regarder. Là, je vous donne un portrait simplifié. C'est sûr que le fait de faire la tisane, ça va l'aider. Ça, définitivement. Puis, à moins d'avoir des problématiques très particulières, auquel cas elle sait qu'elle ne doit pas prendre soit de palmier nain, de menthe verte ou de racine d'ortie. De façon générale, c'est des plantes qui sont safe en utilisation normale, hein, on s'entend, là, on va parler de 2 tasses par jour. Mais après, il faut regarder aussi le portrait dans son ensemble pour voir d'où vient la cause, où est le driver du SOPK et aider la personne à rééquilibrer. Merci, parce que moi, j'ai une cliente qui souffre de ça, mais elle a non seulement aussi un cancer, elle est obligée d'avoir l'ablation d'une de ses ovaires. Fait que je vais pouvoir probablement, puis tu sais, elle a toujours des petits cheveux fous, fous, fous partout. OK, merci. Avec plaisir. Donc, est-ce que c'est réversible? Dans les faits, oui. En 3 à 6 mois, on peut commencer à avoir une amélioration au niveau des cheveux. Donc, c'est sûr que c'est le temps que le mécanisme se remette en place au niveau métabolique et au niveau du fonctionnement à l'intérieur du corps. Et après, le temps de voir vraiment un impact au niveau de la phase de croissance du cheveu. Donc, Julie me dirait plutôt 6 mois. Je me 3 rends mois compte. pour observer, en fait, c'est 3 mois pour observer les premiers résultats au tricoscope, par exemple. Vous allez les observer. La cliente va aussi quand même constater une amélioration de l'apparence et de la texture de ses cheveux. Mais si on veut observer réellement des résultats visibles à l'œil nu et constatables par son chum ou quoi que ce soit, un minima de 6 mois, par constance, c'est au moins ça. Exactement. Je me rends compte qu'il est 27. Est-ce que je peux déborder un petit peu de l'horaire ou comment? Ouais, un petit 5 minutes, on va terminer au moins sur ce qu'on a, tu sais, la base des hormones, puis on va faire un petit rapidos question-réponse. On va se laisser jusqu'à 40 max si vous êtes OK, puis après, on va quitter. Excellente. Donc je vais passer un petit peu plus vite, mais donc tout ce qui est thyroïde aussi. Donc la thyroïde, très important, ça touche beaucoup de femmes. À peu près 10% des femmes vont avoir une maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, avec de l'hypothyroïdie. Donc c'est quand même assez important aussi. On va avoir un ralentissement dans ce cas-ci. Donc à la fois, on a des problèmes au niveau des hormones T3, T4 qui sont à surveiller, la TSH potentiellement quand on a de l'hypothyroïdie et quand c'est une maladie auto-immune, là on a en plus des anticorps. En fait, tout un contexte un petit peu plus complexe à regarder. Ce que ça prend, c'est des analyses de sang assez poussées, tout simplement, de valider quand on pense qu'on a potentiellement de l'hypothyroïdie qui va se manifester par une perte de cheveux, une tendance à être très fatigué, à avoir froid tout le temps, à avoir les mains, les pieds froids, à prendre du poids de façon inexpliquée, à avoir un goitre aussi, là, quand on a comme vraiment plus une accumulation ici, ça devient un gros double menton. On a aussi beaucoup hein, dans le cou ici, ce genre d'accumulation, hein. C'est assez visible dans une personne qui souffre de problèmes thyroïdiques au niveau du Ouais. cou. Ouais, c'est ça. Donc quand on a ces signes-là, c'est vraiment de demander à son médecin avant tout de faire ces analyses de sang en poussant de façon assez approfondie finalement ces analyses. Ça va permettre de voir où est l'origine et à partir de là de prendre le bon plan pour accompagner cette personne-là. Parfois, ça va être typiquement vraiment diagnostiqué de l'hypothyroïdie. Parfois, on va être un peu borderline au niveau des analyses de sang, mais on sait quand même dans ces cas-là qu'avec une approche naturelle, on peut supporter la glande thyroïde et donc faire en sorte de rééquilibrer le corps et lui redonner toute la capacité à bien produire les hormones, à bien les assimiler au niveau des cellules et avec l'impact qu'on connaît sur les cheveux, qui en fait est l'alopécie androgénétique. Donc ça va être vraiment ça qu'on va remarquer dans ce cas-là. Et puis notamment, Natacha, tu le disais, on voit beaucoup des personnes qui arrivent avec des cheveux secs, cassants, une texture rêche. Ça va être beaucoup ça aussi, les problèmes de thyroïde, ce que ça va donner. Il va y avoir en termes de nutrition l'iode, le sélénium qui vont être important. Quand on a une maladie auto-immune, il faut faire attention à l'iode. Donc, ne pas s'auto-supplémenter sans l'avis d'un professionnel parce que ça peut ne pas donner les bons résultats. L'iode, on y fait attention, même si c'est quand même un minéral qui est hyper important. Le sélénium important. Aussi, parfois, le ratio calcium-potassium, s'il y a trop de calcium par rapport au potassium, on aime le calcium, mais il faut du potassium pour avoir un bon ratio. Sinon, les hormones thyroïdiennes ne rentrent pas bien dans les cellules. Ça, c'est un autre enjeu qu'on peut avoir.
Donc, c'est toute une question de nutri-thérapie, avoir le bon équilibre aussi à ce niveau-là. En termes d'hygiène de vie, stress et microbiote, donc surtout quand on a une maladie auto-immune, donc la maladie d'Hashimoto, c'est auto-immune. Donc tout ce qui va être stress, tout ce qui va être intestinal va être hyper important. C'est là qu'on a de l'inflammation qui va aller recruter le système immunitaire, donc on fait attention à ça. Et en fait, c'est contrôlable, réversible, difficile à dire, mais c'est contrôlable. On va parfois avoir besoin d'hormonothérapie, pas toujours. Et après, on va avoir des bons réflexes à avoir au quotidien qui vont nous aider à réguler tout ce qui est thyroïde. Le cortisol, qui est le petit dernier, je le passe vite. Et non, on l'a vu, hein, et non pas des moindres. Non, on l'a vu, hein, il est en haut de la pyramide, celui-là. Fait que clairement, on ne peut pas l'ignorer parce que si lui, il n'est pas bien géré, les autres derrière souffrent. On va se le dire comme ça. J'ai une question. Pourquoi on en entend parler beaucoup plus en ce moment-là? Je te dirais que la dernière année, là, cortisol, je vois partout, 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 même sur les réseaux. Tu ouvres l'ordi, puis c'est le cortisol qui arrive de partout. Parce que moi, j'ai des problèmes de thyroïde. Ça, c'est comme on a toujours entendu parler. Au niveau de la ménopause, en tant que coiffeuse, c'est pareil, j'en ai toujours entendu parler. Mais le cortisol, pour être bien honnête, là, c'est la dernière année, là. Je suis d'accord, c'est beaucoup, beaucoup plus présent. Honnêtement, à juste titre. Donc c'est très bien. Tu sais, en quelque part, c'est devenu un petit peu un sujet, une mode, mais c'est bien parce que ça fait de l'éducation. Et puis, il faut dire aussi qu'on est vraiment dans un environnement maintenant où on a des rythmes de vie où on est tout le temps sur le cortisol. C'était peut-être moins le cas avant, mais là, ça n'arrête plus. Et le cortisol, comme c'est lié à tout ce qui est, c'est l'hormone du stress, donc en avoir, c'est bien. On veut en avoir le matin en réveil. On ne veut pas en avoir la nuit. Tu sais, on s'entend. Et on veut en avoir dans la vie en général parce que justement, c'est ce qui nous donne la capacité à bouger, la capacité à faire face à des situations et puis à avancer, puis à être soi-même. Mais on ne veut pas en avoir de façon trop importante, trop longtemps, parce que sinon on a vraiment un gros effet sur la santé en général. Et au bout d'un moment, si on épuise complètement les surrénales et que, parce qu'on a été vraiment trop les solliciter pour avoir du cortisol, on peut avoir un burn-out qui s'installe aussi. Hein. C'est vraiment ça, chimiquement, le burn-out, c'est il n'y a plus de cortisol. Le corps n'est plus capable de produire du cortisol. Les glandes surrénales, elles disent, moi, c'est fini, le quota est dépassé, je ne fais plus, c'est fini, je suis en grève. Donc, Une fois qu'il n'y en a plus, c'est possible d'en récupérer. oui, mais c'est juste qu'il faut vraiment faire attention à ces glandes surrénales. En fait, c'est vraiment ça. Et dans les faits, c'est de faire attention à soi. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais c'est pas facile aujourd'hui avec le rythme de vie Elle qu'on est a. comme, bon. Mais c'est juste difficile de déterminer, tu sais, c'est quoi. Puis même, tu sais, tu disais de se rapporter à un médecin, chose que je fais depuis maintenant, c'est longtemps, là, la thyroïde, c'est depuis l'âge de mes 25 ans. Mais tu sais, pour déterminer c'est quoi, là, je trouve que c'est compliqué. Ben, là, c'est tout l'importance d'un rôle comme Cécile, par exemple. Parce Mm. que une Cécile, elle va te parler pendant 1h30, puis elle va t'écouter parler de tout ce que tu as fait dans les 20 dernières années éventuellement, ou au moins peut-être dans les 5. On va se prévoir un peu plus d'une heure et demie, Et c'est puis, et puis, elle va t'aider peut-être à mieux orienter ton discours aussi auprès de la médecine traditionnelle et orienter ton plan alimentaire pour aller rétablir, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça aussi le rôle d'une naturopathe, c'est que dans la médecine traditionnelle, qui est très importante dans notre société aussi, on s'entend, et puis on a besoin en fait de cette médecine traditionnelle-là pour contrer énormément de maladies, mais on a aussi besoin de revenir à la source de ce qu'est notre corps et de comment on peut aller optimiser notre jus de manière un petit peu plus base to basic dans notre assiette avec une tomate, une bonne viande et puis des bonnes petites pâtes, tu vois ce que je veux dire? Puis les naturaux, c'est énormément d'études, là, c'est 4 ans d'études, elles ont la biochimie, tu sais, c'est très poussé, là, donc elles ont la capacité sans de prise nous de sang, hein. aider. C'est juste en discutant, c'est sans prise de sang, une naturo. Dans les faits, alors après, il y a plusieurs naturopathes. Hein. Il y a plusieurs Exact, niveaux. Il faut faire attention à quelles études ont été faites derrière parce exact. qu'on peut devenir naturopathe en une fin de semaine. Puis ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour le client en général. Mais non, quelqu'un qui va avoir vraiment fait les bonnes écoles, il y en a deux grandes écoles au Québec, là, le SNQ et l'IESN. C'est les deux les plus sérieuses qui te donnent des niveaux de naturopathe agréés qui sont le plus haut niveau que tu puisses avoir en fait en termes de reconnaissance au Québec. Tu vas en fait ce que tu vas faire, là, ce que moi je fais, c'est que je vais toujours demander les analyses de sang
au client les analyses de sang qu'il a eues au niveau de son médecin. Donc, Ok. on est capable de regarder les marqueurs sanguins. On ne peut pas les prescrire. Non. Par contre, on peut recommander à la personne de demander à son médecin, puis on peut lui donner les bons arguments. Et après, on se fie à ça. Hein. Définitivement, on n'est pas juste dans 2-3 petites idées de remèdes de grand-mère. Là, au contraire, on va vraiment s'intéresser à la personne dans son ensemble, regarder tous les facteurs et collaborer avec la médecine conventionnelle parce qu'elle a à apporter aussi. C'est juste que son rôle n'est pas le même, en fait. On a un rôle d'accompagnement plus général. On a un Soutien. rôle préventif versus un rôle de je ne veux plus de symptômes. Genre, Exactement. Puis on va être beaucoup plus présent dans tout ce qui est chronique. Les maladies chroniques, la médecine conventionnelle les prend beaucoup moins bien en charge de façon générale et très fort pour tout ce qui est aigu. Tu arrives, tu t'es cassé la jambe, clairement c'est un médecin, c'est un urgentiste qui va pouvoir t'aider. Tout ce qui va être vraiment aigu, une grippe vraiment aiguë, peu importe, le médecin va être là pour toi. Pour tout ce qui est chronique, la naturopathie amène beaucoup parce qu'on est complémentaire à ce que la médecine conventionnelle peut apporter, mais on va vraiment regarder où sont les causes profondes des déséquilibres. Complémentaire, je pense que c'est le bon mot, complémentaire. exactement ça. Fait que c'est sûr que aussi, faites penser à ça à vos clientes. As-tu déjà consulté une naturopathe? Ah et non, ça serait vraiment une bonne idée parce que j'en ai vu des clientes qui te disent, hey, j'ai tout fait, il n'y a rien qui fonctionne. As-tu déjà pensé à consulter une naturopathe? Ah, c'est une bonne idée. C'est ma dernière option, mais je pense que je vais la prendre. Vous avez des références. Vous avez des références. Exactement. Fait que si je reviens rapidement au stress, donc c'est l'inflammation du cuir chevelu qui va générer de façon générale, freiner la croissance du cheveu. On va avoir un effluvium télogène. En fait, de façon générale, quelqu'un qui est très stressé va avoir un épuisement des vitamines et minéraux. C'est pas plus compliqué que ça. Là, c'est vraiment la généralisation de l'épuisement des vitamines et minéraux. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Un complément multivitamine, de façon générale, c'est une bonne base pour ces personnes-là, sauf à avoir des problématiques spécifiques qui leur demandent de faire attention à certaines vitamines, certains minéraux. Il faut toujours faire attention aussi aux cas particuliers, mais de façon générale, ça fonctionne bien. Et on a des plantes adaptogènes qu'on aime beaucoup, beaucoup. Dis ça, Natacha, tu vas rire. Ah, ouais, c'est ça. Donc, les petites favorites, il y en a plusieurs, hein, mais les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui s'adaptent très bien au stress dans la nature et qui nous aident beaucoup, nous, avec notre fonctionnement métabolique aussi. Tout ce qui est ashwagandha, je ne sais pas si vous connaissez, très très intéressant. C'est un champignon, l'ashwagandha, adaptogène, qui travaille énormément au niveau de notre cortisol. Attention, l'ashwagandha, il ne faut pas en prendre aussi énormément, hein. Ça joue sur la testostérone, l'ashwagandha. Mais on n'est pas en surexcès d'ashwagandha, mais l'ashwagandha dans son quotidien, c'est vraiment un petit bijou. Surtout pour celles qui ont du mal à dormir. Ça fait beaucoup de bien avant d'aller se coucher, là, de prendre de l'ashwagandha. Encore une fois, comme le dit Julie, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que c'est des plantes qu'on peut les prendre n'importe comment. Il faut faire attention, ça reste des principes actifs. Basilic sacré, qu'on aime beaucoup. La mélisse aussi, qui vont avoir un effet très très calmant et donc qui vont réguler le niveau de stress. Donc après, ça La peut basilic être... sacrée, c'est celle que je te fais prendre à chaque fois que tu viens à la maison. C'est celle C'est qui a dans celle-ci! T'as vu comment tu dors bien à chaque fois? C'est parfait. Et pour celles qui se disent, mais moi aussi, on m'a toujours dit qu'il fallait que je boive plus d'eau, parce que dans les faits, beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau. Avoir une tisane, par exemple, de basilic sacré, de mélisse, tu te fais un genre de 2 litres, tu mets ça dans une bouteille thermos, puis tu gardes ça sur ton bureau ou dans ton salon, peu importe, et t'en bois un petit peu toute la journée, ça te permet de t'assurer que tu bois assez d'eau, et en même temps, ça va avoir un effet vraiment très intéressant sur le cortisol. Donc ça peut être un petit truc. Et donc, voilà, donc on peut prendre soin évidemment du cortisol et voir des changements au niveau cutané, encore une fois, peut-être plus dans les 6 mois. Et que là, je vais arriver pas mal au bout du temps que j'ai. Bonnes habitudes pour des cheveux en santé, c'est les piliers finalement de la santé. Donc relaxation, assiette riche en couleurs, musculation, sommeil. Je ne vais pas les passer en détail. Une bonne assiette, un bon indice, si elle est colorée, en général, vous êtes sur la bonne voie. Simplement de mettre de la couleur dans son assiette. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, un petit truc. La gestion de la glycémie, ça...
On peut aller voir, Cécile, si tu me permets, les petites carences courantes, Oui, peut-être on que y c'est... va. Ok, parfait. La gestion de la glycémie, c'est un autre sujet dont on pourrait parler une autre fois. Mais les carences les plus fréquentes, vraiment importantes pour les cheveux, j'entends, et puis de façon générale pour la santé, les oméga 3, on devrait toujours avoir un rapport oméga 3, oméga 6 de à peu près 1 pour 2, 1 pour 3. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, c'est plutôt du 1 pour 10. Donc pas assez d'oméga 3, c'est ce que ça veut dire. Aller chercher du poisson, des graines de chia, etc., le poisson gras. Vitamine D, hyper important. Donc un peu de soleil, c'est une bonne idée. Pas trop, au bon moment de la journée. On ne veut pas non plus créer des problématiques au niveau de la peau, cancer de peau, etc. Mais la vitamine D, c'est super important. Donc le soleil, c'est la source numéro 1 pour la synthétiser au niveau de la peau. Sinon, il y a aussi dans les poissons gras, les œufs, les champignons, des sources alimentaires. Le magnésium, c'est un petit bijou. Il est dans à peu près la grande majorité des fonctions métaboliques ont besoin de magnésium dans le corps. Tout ce qui se passe au niveau biochimique, dans la majorité des cas, il y a besoin de magnésium. Donc super important et très calmant aussi pour toutes celles qui disent moi le stress, ok t'es gentil mais je fais quoi? Prendre du magnésium, c'est une bonne première façon d'aller dans la bonne voie. Donc les légumes verts, les noix et les graines, le cacao, hein, autant se faire plaisir. Le chocolat, on aime ça, mais le cacao, si possible, avec un haut niveau de cacao et pas trop de sucre. Mais il reste que c'est une bonne façon d'en intégrer. Céréales complètes. Et évidemment, on peut toujours avoir des suppléments alimentaires aussi dans ces cas-là. Le zinc, c'est le deuxième minéral qui est le plus important au niveau des fonctions métaboliques après le magnésium, j'ai envie de dire, en termes de nombre de fonctions sur lesquelles il a un impact. Et il est anti-inflammatoire aussi. Donc, on en trouve dans les fruits de mer, les huîtres, mais aussi les viandes, les noix. Donc, dans quand même plusieurs sources alimentaires. Et encore une fois, dans certains cas, on fait de la supplémentation aussi, quand c'est plus difficile d'aller trouver en quantité suffisante dans l'alimentation. Vitamine B12, celle-là, on l'aime beaucoup. Les vitamines B en général, elles vont nous permettre de faire de la méthylation, elles vont nous permettre vraiment d'aller accompagner vers la sortie tout ce dont on n'a pas besoin au niveau du corps et tout ce qui va être toxine. Et en fait, pour tous les processus cellulaires aussi, la vitamine B12, elle est clé. Tout ce qui est fer aussi, donc avoir assez de fer, ça passe aussi par avoir assez de vitamine B12. Quelqu'un qui est anémique et qui n'a pas assez de vitamine B12 ne réglera jamais son problème. Source, viande, poisson, œufs, produits laitiers en particulier. Tous ceux qui sont végétaliens ont tendance à manquer de vitamine B12. Donc il y a des petits trucs par rapport à ça. On peut supplémenter. Il y a aussi d'autres petits trucs, je vais le passer très rapidement après. Et donc le fer, qui est vraiment très très important. Quelqu'un qui est en anémie constante va avoir vraiment une chute de cheveux, définitivement. Donc le fer à travers les abats principalement, mais les viandes, les légumes à feuilles vertes aussi, noix et graines, on en trouve. C'est bien dommage parce qu'on avait encore plein de choses à parler, mais je suis obligée de vous couper. Ouais, c'est ça, il est 43. Cécile est sur notre groupe. Fait que si vous avez des questions, moi je vous invite déjà à la suivre, à la rajouter dans vos coordonnées. Euh, Cécile, si ça te tente de mettre tes petites informations dans tous les cas, Ouais, l'enregistrement, c'est je le ça. mets sur le groupe. Je mettrai les informations de Cécile pour que vous puissiez la retrouver, retrouver ses coordonnées, retrouver son site web, lui poser des questions si elle est aussi ouverte à ça, référer vos clientes le cas échéant. Et puis, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. On est sur une belle lancée, c'est très intéressant. Cécile, tu es un puits de ressources. Un puits, c'est même un petit mot. Tu es Un petit trésor. Honnêtement, un tu un petit petit trésor de trésor. ressources très complémentaire à notre approche aussi et à ce qu'on souhaite apporter à notre clientèle. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci mille fois, mille fois, mille fois, mille fois. Vraiment, merci. Merci à toi. Est-ce que tu fais des consultations en ligne si on te réfère à ce moment-là? Oui. Oui, 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 oui. Je vais pouvoir vous mettre tout ça dans le groupe, mais effectivement, je fais principalement des consultations en ligne. Parfait. Donc, Merci. avec grand plaisir, si je peux vous aider personnellement ou si vous pensez vraiment à des clientes qui auraient besoin d'aide, je suis là pour vous. Et effectivement, l'idée, c'est de regarder de façon très personnalisée comment aider concrètement la personne. Puis elle va, de façon générale, l'idée, c'est qu'elle se sente vraiment bien dans sa vie, bien dans ses cheveux, mais bien dans sa vie en général. Le corps, il a beaucoup de ressources. Il faut juste apprendre à lui redonner les éléments dont il a besoin. Merci beaucoup. Et puis, je mets le replay dans la journée, assurément. Super intéressant, Je Cécile. vous Merci. embrasse.
Bye Ben, bye. merci beaucoup à vous. Merci pour la participation.